Procédo est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous. Qui sont les managers qui assurent la sécurité des grandes entreprises? Quelles ont été leur formation et leur premier job? C'est ce que nous découvrons dans cette émission Parcours. Aujourd'hui, nous allons parler de sécurité bien sûr, mais aussi d'art moderne avec le responsable du pôle incendie du Centre Pompidou, Christophe Mazot. Bonjour. Bonsoir Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'Agnews Sécurité. Alors Christophe, votre parcours est formidable, un formidable même motivateur pour les jeunes qui nous regardent. Comme quoi on peut démarrer avec des petits jobs et finir très haut. Car vous avez arrêté l'école à 16 ans. Vous avez fait pas mal de petits jobs, dont géo dans un camping dans le Var, comme moniteur de planche à voile. Il y a du soleil et des nanas. Exactement. Bienvenue à Galaswinda. Bon, ça c'était le côté un peu festif. Après, vous allez un peu plus dans le dur, puisque vous travaillez à la chaîne dans une usine. Tout à fait. Et en parallèle, eh bien, vous êtes sapeur-pompier volontaire au service départemental de Seine-et-Marne. Ça, c'est par pure passion. Exactement. Ça a été finalement ce que je voulais faire dès le départ, c'était sapeur-pompier. Ouais. La possibilité de rentrer en tant que sapeur-pompier volontaire au SDIS de Seine-et-Marne, c'est ce qui m'a ouvert finalement les portes de la sécurité incendie. Alors, vous avez passé le RP1, qui est l'ancien SIAP. Vous avez travaillé d'abord dans le centre commercial de la ville durant 2 ans. Puis, vous avez assuré la sécurité incendie pour Disneyland Paris. Et ensuite, au marché de Rungis. Et c'est là que vous vous financez votre formation pour obtenir le ERP3 et le GH3. Pourquoi ces sacrifices? Je me suis dit que, à l'époque où je me suis financé ce diplôme, ERP3 et GH3, donc ce diplôme de chef de service sécurité incendie, j'avais pas forcément l'ambition de travailler dans un bureau. J'étais très bien sur le terrain, j'étais en 12 heures, ça permettait de prendre des gardes en caserne. Mais comment ça sera dans 15 ans, dans 20 ans? Est-ce que j'aurai toujours envie de travailler la journée, la nuit? Voilà. Donc j'ai préféré anticiper ça, passer cette qualification au moment où ça a été possible, et pour prévoir l'avenir, entre guillemets, quoi. Ouais, et voilà, finalement, ça a été bénéfique, puisqu'aujourd'hui je m'en sers. Et comme quoi, ça vaut le coup de faire des sacrifices. C'est parfois des sacrifices financiers, comme des tremplins quelque part, puisqu'ensuite, vous entrez dans une société de sécurité comme technico-commercial 1 an et demi. Là, je crois que ça vous donne la façon de voir comment ça fonctionne en termes de marché public et de démarchage commercial, l'un dans l'autre. C'est ça, tout à fait. J'avais l'expérience du terrain, de la sécurité incendie, en tant qu'agent puis chef d'équipe, mais je n'avais pas cette partie commerciale qu'on apprend finalement en étant pas sur site, pas posté. Et du coup, comment remplir les dossiers de consultation pour répondre à des appels d'offres, toute la partie commerciale que finalement, c'est des choses qu'on n'apprend pas en tant qu'agent de sécurité ou chef d'équipe sécurité incendie. C'est pas du tout le même travail. Donc c'est un nouveau challenge, des nouvelles missions et des nouvelles choses à apprendre. C'était en région parisienne? C'était, oui, en région parisienne. Les bureaux étaient basés à Vitry. D'accord. Donc vous découvrez bien évidemment également les bouchons parisiens. Et oui, c'est aussi ce qui a fait que je n'y suis pas resté d'ailleurs. C'est ça, c'est ce qui vous fait réfléchir. Et ensuite, vous rentrez dans un univers un peu plus sympa et en plein air, puisqu'en 2009, vous entrez à Roland-Garros dans la sécurité événementielle. Déjà, comment s'est fait le transfert, entre guillemets, pour atterrir sur le central? Alors, comme vous l'avez si bien dit, les bouchons parisiens m'ont poussé à partir de la société de sécurité. Donc, d'un commun accord, je suis parti en accord avec mon patron. Et après, on postule un petit peu à droite à gauche. Et par le biais de connaissances, on a dit à Roland-Garros, pendant le tournoi, donc pendant les 3 semaines du tournoi que tout le monde connaît, un prestataire de sécurité recrute des sapeurs-pompiers volontaires, évidemment, pour pouvoir travailler et assurer les missions de secours à personne pendant le tournoi, puisqu'il faut savoir que Roland-Garros a son propre PC sécurité avec ses propres agents de sécurité incendie, mais du coup ils étoffent un petit peu l'effectif pour la période du tournoi. Alors peut-être que nos amis qui nous regardent ne le savent pas, mais Roland-Garros, c'est pas simplement le tournoi du mois de juin, ça fonctionne toute l'année. Ça fonctionne toute l'année, tout à fait. Ouais. Alors évidemment, le reste de l'année, il y a beaucoup moins de monde. Certes. Voilà, c'est beaucoup moins médiatique, mais ça fonctionne toute l'année. Il y a des pros qui viennent quand même s'entraîner tout du long de l'année, les pros français, entre autres. Ouais. Alors vos missions sur l'année, et en particulier sur cet événement mondialement réputé dans le domaine du sport, qui est Roland-Garros. Donc là, on était vraiment sur une des missions de secours à personne pure. Ouais. Donc alors, on n'intervient pas sur les joueurs, évidemment. Les joueurs ont leur propre staff médical, mais plutôt sur le public. Voilà, donc sur les malaises du public, le public blessé, ou alors des techniciens, voilà. Enfin, toute personne qui arpente les allées de Roland-Garros, mais pas les joueurs.
Bon, Ouais. et le côté un peu brillant aussi, ça vous permet de croiser des joueurs, de rentrer quasiment dans Serena Williams, je crois, que vous bousculez. Oui, c'est ça, on a failli se rentrer dedans dans un escalier. Elle a failli vous renverser parce qu'elle est... Oui, hein. oui, je pense que j'aurais eu beaucoup plus mal qu'elle, ça c'est une certitude. Et puis vous voyez comment fonctionnent les plateaux de télé, vous croisez Nelson Montfort, je crois que Tsonga était un joueur Tsonga plutôt sympa était là. avec le service de sécurité. Voilà, c'est quelqu'un qui dit bonjour quand on le croise et qui n'a pas de souci, qui n'a pas un ego surdimensionné, comme on pourrait dire, enfin, même si on ne le côtoyait pas réellement, mais le simple fait de croiser des gens qu'on a l'habitude de voir à la télé, le simple fait de dire bonjour à quelqu'un qui est finalement, c'est pas péjoratif, mais qui n'est qu'un agent de sécurité, puisque c'est bien souvent comme ça qu'on est relayé, bah, c'est simplement satisfaisant. Je veux dire, bah, finalement, c'est des gens qui sont abordables. Alors, on parlait des réseaux tout à l'heure, de l'importance des réseaux, surtout pour les jeunes qui nous regardent. Et là, on va le souligner encore plus, parce que c'est justement en créant des liens là-bas, à Roland-Garros, que quelque part, vous allez rebondir au Centre Pompidou. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que le milieu de la sécurité incendie, et même de la sécurité, finalement, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît plus ou moins. Et par le biais de connaissances, on m'a expliqué que le Centre Pompidou allait recruter. Donc j'ai donné mon CV à la personne qui était sur place pour qu'elle transmette. Et voilà, j'ai été contacté. Donc Roland-Garros, c'est sur mai-juin, le tournoi. J'ai été contacté mi-septembre par le Centre Pompidou pour un entretien. Ouais. Et pour démarrer 1er octobre en tant qu'agent de sûreté. Alors, Donc ça a été très très vite là. Hein. Ça a été très très vite. Et puis c'était surtout une grande première aussi parce que j'avais réellement jamais fait de sûreté en tant qu'agent avant ça. Alors, vous rentrez dans ce musée hyper populaire, dans un univers particulier, hein, l'univers de l'art. Déjà, si on peut avoir quelques chiffres concernant le Centre Pompidou, combien de visiteurs par an? 3,5 millions à peu près. D'accord. Entre 3 millions et 3,5 millions de visiteurs par an. On a énormément d'expositions temporaires au Centre Pompidou et selon l'exposition qui va être mise en place, ça ramène plus ou moins de visiteurs. Bien sûr, Voilà. parce qu'il y a différentes salles, donc différentes expositions qui exposent durant plusieurs mois. C'est ça, voilà. On a 2 étages donc le musée de collection permanente et on a à peu près 7 espaces d'exposition temporaire. Une exposition temporaire, elle dure en moyenne entre 3 et 4 mois. D'accord. Combien de personnes en tout au Centre Pompidou qui travaillent justement Alors on dans est ce musée 1000 employés à peu près. Ouais. À peu près pour le centre. Et en termes de sécurité? En termes de sécurité, on est 40 agents de sécurité incendie, plus un responsable et un adjoint. Ouais. Il y a 110 agents de sûreté Ouais. et un chef de service, un responsable de pôle incendie, donc moi, j'ai un homologue à la sûreté, un homologue à la technique sécurité, D'accord. et chacun a son adjoint. Alors, quels sont les différents espaces qui existent, outre les espaces d'exposition et les missions attenantes à ces espaces? Alors au centre, on a un restaurant au 6e étage, on a un autre petit restaurant dans ce qu'on appelle le forum, donc au rez-de-chaussée quand vous rentrez dans le centre. Nous avons 2 salles de cinéma, des salles de spectacle. Et donc l'intérêt du Centre Pompidou, c'est que finalement, c'est pas un centre, c'est pas monotone, c'est-à-dire que vous n'avez jamais la même chose. Ouais. Voilà. À partir du moment où, dans un espace d'exposition temporaire, quand l'exposition est terminée, on rase les murs, on remonte des nouveaux murs et on change l'expo. Les spectacles changent régulièrement, les films pour le cinéma pareil. Donc il n'y a pas de monotonie parce que finalement, on n'a jamais la même chose. C'est l'intérêt du centre. Vous montez dans les étages du centre, mais aussi dans les étages en termes de rôle, de mission, puisque ensuite vous donnez agent sécurité incendie, justement, ensuite pendant 6 ans. Donc là, avec d'autres missions. Oui, donc la mission de l'agent de sécurité incendie, elle est bien connue, puisqu'elle est réglementée par l'arrêté du mai 2005. L'agent de sécurité SIAP, d'accord, donc secours à personne, prévention des risques incendie et de panique. Donc ça, c'est quelque chose qui est écrit. On a des petites missions complémentaires comme la protection des œuvres. Donc on a un plan de sauvegarde des œuvres et les premiers à intervenir sont les agents de sécurité incendie. Donc il a fallu former les agents de sécurité à la manipulation des œuvres. Le centre a encore aussi des espaces avec de l'amiante, même si elle n'est pas accessible. On est formé, du coup, tous les agents sont formés au risque amiante. Plus toutes les formations classiques de secourisme et d'habilitation électrique, mais ça qui sont propres aux agents de sécurité incendie, même si nous, en secourisme, on demande le premier secours en équipe niveau 2, donc finalement c'est la même formation que les sapeurs-pompiers. D'accord. Voilà. Et alors vos sacrifices et vos efforts finalement portent encore leurs fruits, puisque vous passez en 2017 chef d'équipe. Tout à fait. Il y a un concours de circonstances, hein,
avec un malheur quelque part, puisque le responsable du pôle incendie décède. Et c'est là que vous profitez justement pour être proposé à le remplacer. C'est ça, voilà, on est venu me proposer de postuler au poste de responsable de pôle. C'est-à-dire que le concours de circonstances est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il est décédé au moment où devait avoir lieu la commission de sécurité. Et donc il fallait préparer cette commission. Tout le monde savait que moi j'étais arrivé au centre avec ce fameux diplôme que je m'étais financé auparavant de RP3 et GH3. Et donc j'avais cette capacité à préparer cette fameuse commission. Donc on m'a demandé un coup de main tout simplement parce que le chef de service de l'époque était un ancien colonel de gendarmerie et que ce n'était pas son domaine. Donc on m'a demandé de préparer cette commission et c'est ce qui, après, par la suite, m'a ouvert les portes de la responsabilité du pôle. Alors, beaucoup de responsabilités quelque part, puisque, on le sait, vous devez protéger bien évidemment les employés, bien évidemment les visiteurs français et étrangers, mais aussi ces œuvres qui sont irremplaçables également, avec des assurances qui demandent des installations spécifiques. Il faut savoir que vous avez parfois des expositions comme celle de Matisse, avec des œuvres de plusieurs millions d'euros. Je rappelle qu'une œuvre intitulée Odalisque couché au Magnolia, s'est vendue 80,7 millions de dollars. C'est un record pour un Matisse. Vous avez régulièrement des œuvres de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et donc, quelles sont ces installations spécifiques demandées par les assurances que vous devez développer? Tout à fait, c'est une responsabilité énorme puisque c'est un gros patrimoine. Alors, l'œuvre est déjà protégée, l'œuvre s'est déjà protégée naturellement par le cadre, si elles ont déjà une protection faciale, une vitre donc, ou un plexi, pour parler des tableaux, ça les protège déjà. Ce qui peut nous être demandé finalement en complément, ça peut être une mise à distance au sol pour empêcher les gens de pouvoir aller malgré tout toucher l'œuvre ou s'en rapprocher. On peut avoir des radars, ce qui va juste simplement nécessiter un capteur, un émetteur et un récepteur. Et à partir du moment où vous franchissez ce radar, le radar est invisible, mais quand la personne le franchit, ça déclenche une sonnerie. Et donc c'est dissuasif plus que réellement répressif. Bien sûr. Il y a les systèmes de fixation des œuvres au mur aussi, les tableaux, donc les Matisse, avec des systèmes de fixation un petit peu spécifiques qui nécessitent des outils spécifiques et qui sont relativement compliqués à décrocher. Et il y a une part importante de la sécurité dans les musées que finalement, qui passe un petit peu inaperçue, mais qui est bien présente, c'est le personnel qu'on appelle les agents de salle, donc les agents d'accueil et de surveillance qui sont assis dans les musées et qui, eux, sont aussi là, et surtout là, pour protéger les œuvres. Bien sûr. Donc il y a cette surveillance humaine qui est importante, il y a l'installation technique qu'on peut nous imposer, donc par les radars, par les mises à distance, par toutes ces choses, mais il y a une partie importante de surveillance humaine, et ces fameux agents de salle qui sont là pour intervenir en cas de problème, puisque finalement on peut mettre un radar, ça va sonner, mais quelqu'un de réellement mal intentionné va quand même pouvoir accéder jusqu'à l'œuvre. Et s'il n'y a pas cette présence humaine, l'œuvre, malheureusement, peut malgré tout être détériorée, malgré toutes ces installations techniques qu'on peut mettre en place. Vous avez également 200 caméras environ, à peu sur près, des caméras classiques. Alors, on a des caméras classiques, fixes, et puis des caméras mobiles. D'accord. Alors justement, ça me permet de rebondir sur l'actu, puisqu'on vient d'apprendre que le centre Pompidou allait fermer pour effectuer 200 millions de travaux à partir de 2023 et pour 3 ans. Déjà, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là pour les équipes de sécurité ? Et justement, comment allez-vous visualiser le futur des nouvelles technologies et de celles qui vont pouvoir s'installer au sein du centre Pompidou à partir de 2006 ? Alors, le devenir des agents de sécurité, aujourd'hui, on ne sait pas. Je ne vais pas faire de pronostic. Aujourd'hui, c'est encore pas clair. L'objectif du centre est de pouvoir continuer à exposer. Ouais. D'accord ? Je pense qu'il n'est pas bénéfique pour le centre de se faire oublier pendant 3 ans. Il va être très compliqué à l'issue des travaux de faire revenir du monde. Donc l'idée, c'est de pouvoir continuer à exposer sur des espaces disponibles dans Paris au nom du centre Pompidou. D'accord. Et ces espaces devront être sécurisés. Donc sécurisés par une présence humaine, donc des agents de sûreté, de la sécurité incendie et des installations techniques, vidéosurveillance, contrôle d'accès. Voilà. On aurait peut-être la possibilité de rester sur place pendant les travaux. Ça, c'est pas non plus encore décidé, mais... Mais en termes de mission, a priori, il y a une chance que l'équipe soit dispatchée sur des satellites du centre Pompidou. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au centre Pompidou, vous avez aussi la bibliothèque publique, d'accord, donc la BPI, qui est bien connue, qui va avoir une obligation de continuité d'activité. Donc il va falloir aussi sécuriser cette bibliothèque. Donc du personnel va être projeté sur la bibliothèque. Nous avons le bâtiment de l'IRCAM, qui est un institut de recherche musicale, qui doit aussi continuer à exercer. Donc il va falloir du personnel aussi là-bas.
et du personnel au niveau des espaces du centre, si on continue, si on arrive à pouvoir exercer. Donc le centre, le personnel de sécurité du centre doit pouvoir être projeté Dispatché à droite à sur les gauche. différents Et alors espaces. justement, avec ces travaux pour le futur des nouvelles technologies liées à la sécurité, qu'est-ce que vous espérez pouvoir utiliser à partir de la réouverture, qui, je rappelle, sera en 2006? Alors en matière de sûreté, ce qu'on peut espérer, c'est au niveau du contrôle d'accès, peut-être des rayons qu'on n'a pas aujourd'hui, on a des portiques. En termes de sécurité incendie, on est déjà très bien lotis, Ouais. puisqu'on a de l'extinction fixe automatique, on a un service incendie maison, c'est pas une société prestataire, avec une obligation de formation qui est la même que celle des sapeurs-pompiers, puisque la majorité du service, c'est soit des anciens pompiers de Paris, soit des pompiers volontaires. Donc, en termes d'incendie, si on peut déjà conserver ce qu'on a, ça sera déjà bien. On a aussi des appareils respiratoires isolants pour pouvoir pénétrer dans les fumées en cas d'incendie. En matière de sûreté, je pense que c'est encore perfectible. Il faudra voir aussi, d'ici 3 à 4 ans, l'évolution des technologies, puisque ça avance aussi de ce point de vue-là. Ça progresse régulièrement. Mais étoffer le système de vidéosurveillance, étoffer le système de contrôle d'accès, étoffer le système de contrôle aux entrées. Est-ce que ces caméras qui détectent des mouvements, disons, différents des mouvements classiques peuvent être utiles justement à cet univers de l'exposition artistique? Alors ça me paraît compliqué, puisque finalement, quand on est en site ouvert avec du personnel, du public qui vadrouille, pour le dire un peu vulgairement, au sein du musée, les mouvements sont aléatoires. C'est peut-être possible en site fermé, mais c'est ce qu'on a finalement déjà aujourd'hui avec des capteurs un petit peu à droite à gauche. Et puis quand vous rentrez dans un espace qui est sous alarme, tout de suite les caméras se mettent sur vous. Bon, en site ouvert, si on commence à mettre des systèmes de vidéo qui bougent dès qu'il y a quelqu'un qui marche un peu de travers, je pense qu'on va rapidement être pollué par ces mouvements de vidéo. Donc sur un site fermé, en nuit ou le mardi, puisque le centre est fermé le mardi, ce genre d'installation peut être intéressante, mais je ne suis pas persuadé que ça soit une réelle plus-value en cas d'ouverture. Alors pour terminer, en termes de sûreté et de sécurité, comment vous voyez l'évolution de la mission du directeur sécurité dans un futur proche? Alors, je ne sais pas si les missions du directeur sécurité ont réellement besoin d'évoluer. On a déjà, sous l'intitulé sécurité, il y a déjà énormément de missions. C'est-à-dire que sous le mot sécurité, on a la sûreté, la sécurité incendie, mais la santé, sécurité au travail, la cybersécurité aussi, l'hygiène, sécurité, environnement. Il y a déjà un panel de spécialités très intéressantes pour un directeur de la sécurité. Par contre, on a un problème en sécurité, c'est que la sécurité, d'une manière générale, c'est quelque chose qui coûte cher et qui ne rapporte rien. Ouais. Donc, le positionnement du directeur de la sécurité est important au sein de la direction de l'établissement pour mettre en avant, finalement, l'anticipation des problèmes et pas répondre à une problématique. Je pense que le directeur de la sécurité doit mettre quelque part son costume de commercial et vendre la sécurité auprès de son directeur pour pouvoir anticiper et pas faire comme on voit des fois sur les routes, attendre qu'il y ait 50 ou 100 morts à une intersection pour mettre un rond-point. Voilà. D'accord. On sait qu'il y a des combats à mener en matière de sûreté, il y a des risques qu'on connaît déjà, il y a des risques qu'on maîtrise, même si le risque zéro n'existe pas. Mais il y a d'autres combats à mener, on doit anticiper certaines choses. Et je pense que ce n'est pas tant les missions qui doivent changer, mais c'est plutôt le poids du discours du directeur qui doit évoluer. C'est important de le souligner. Est-ce que vous avez d'autres passions à part votre métier? Alors, il y a le sport. Le sport. Le sport. Tennis, peut-être, depuis Roland-Garros? Pas spécialement. Alors, c'est pas ma spécialité, le tennis, j'avoue. Ça a été une très belle opportunité de faire Roland-Garros, mais évidemment, je n'aurais pas pu le faire en tant que joueur. En tant que pompier, c'était très bien. Non, je suis plus... alors, moi, j'ai fait énormément de handball, de judo, jiu-jitsu et de krav maga. D'accord. Voilà, c'est un petit peu... voilà. Mais après, j'aime tous les sports, j'aime bien découvrir d'autres sports. Voilà, à la culture en général. Exactement. Et qu'est-ce qui fait encore courir Christophe Mazot aujourd'hui? Mes enfants. Vos enfants? Et dans le métier? Dans le métier, moi, comme on l'a rappelé dès le départ, j'ai pas eu un parcours scolaire, j'ai pas brillé par mes études, donc je saisis toutes les opportunités
de formation, de nouvelles connaissances, d'apprentissage, pour justement essayer d'élargir un petit peu mon panel de compétences. Et finalement, à partir du moment, même si ce n'est pas dans les milieux de la sécurité, je ne suis pas un passionné, mais je m'intéresse à tout. Très bon message pour les jeunes qui nous regardent et qui veulent évoluer dans cet univers. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Alexandre. D'être venu sur le plateau d'Agnews Sécurité. Merci également à Benjamin Souhaité, à la réalisation et à toute la Dream Team Agnews Sécurité, à la production. Voilà, on se donne rendez-vous très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Procedo a été heureux de vous présenter Parcours.